D'abord, merci beaucoup Jean-Louis d'avoir organisé cet événement. Oui, alors les sciences dures et les sciences molles, c'est des deux côtés. C'est-à-dire qu'à l'Andra, il y avait beaucoup de relations institutionnelles avec la presse, avec les maires locaux, avec les citoyens, avec tout un tas d'organisations. Et dans mon métier, dans les sondages, qui n'étaient pas seulement opinion, c'était aussi marketing, produits de la vie de tous les jours, produits de beauté, etc. Il y a aussi des statistiques et de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Donc tout ça, ça se recouvre un peu. Alors, un autre regard, c'est le thème qui a été proposé, qui a été discuté. Donc je ne vais pas énormément parler de nucléaire, parce que je pense que vous savez déjà tout, puisque c'est la SFEN ici. Je vais parler un peu d'autre chose, et comme c'était un autre regard, apporter un angle peut-être moins familier que ce qu'on lit beaucoup aujourd'hui dans la presse à propos de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et avant de continuer sur les détails, je pense qu'il faut porter notre regard vers l'Élysée, vers la présidence de la République, où beaucoup de choses ont été, sont ou seront décidées, à la fois en matière de programmation de l'énergie, mais plus généralement en matière de transition climatique. Et ça, c'est à l'origine du livre. Parce qu'en fait, l'écologie, ça c'est une page qui vient du site de l'Élysée, ça a été répété de nombreuses fois par le président de la République depuis le premier quinquennat, le combat du siècle, agenda ambitieux guidé par la science. Et d'ailleurs, Jean-Louis vient de s'en faire l'écho. Comment se fait-il que sur une politique de long terme, effectivement comme le nucléaire, on ait changé du tout au tout en quelques années, fermeture, puis rouverture, effectivement, c'est un mystère sur une politique de long terme. Mais aussi dans la vie de tous les jours, avec le leasing social, le leasing électrique pour les voitures électriques, ou MaPrimeRénov', on a des mesures qui sont tout à fait déconcertantes pour nos concitoyens. Et c'est l'origine du titre « Mensonge d'État », parce qu'il apparaît comme un mensonge, pour tout un tas de raisons, que ça soit un agenda aussi ambitieux et une réalité souvent aussi décevante. C'était effectivement à partir de ce livre, et il y a quelques-uns des points que je vais développer qui sont liés au travail que j'ai fait pour rédiger ce livre. Alors la PPE, un autre regard. Programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça commence bien. Déjà, le mot pluriannuel est contesté par un certain nombre d'observateurs, parce que justement, c'est du long terme. Il faudrait que ça soit pluridécennal. Quand on s'engage pour faire un barrage, ce n'est pas pour 5 ans. Quand on s'engage pour mettre un parc éolien ou un parc solaire, c'est pour une trentaine d'années. Les réacteurs nucléaires, on partait au départ sur 40, 50, 60. Je vais donner quelques chiffres énergétiques, pas beaucoup, quelques graphiques. Je vais vous dire en quelques mots ce qui me paraît très utile maintenant et ce qui l'est peut-être moins. Voilà ce que nous allons faire comme itinéraire tous ensemble. Je vais commencer par une petite vidéo à propos de la programmation. Elle n'est pas très longue, mais j'ai voulu qu'on l'écoute jusqu'au bout. J'ai une version courte et une version longue. Pour vous, c'est la version longue. Elle fait à peine plus d'1 minute. Voilà. Vous lisez le journal Le Monde, Elisabeth Borne, Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, justement, qui était interrogé par Le Monde il y a quelques jours, disait la chose suivante: personne ne pense qu'on puisse assurer l'avenir sur le plan du système énergétique uniquement avec des renouvelables et du stockage. Donc, il faudra de nouvelles centrales nucléaires. Nous nous y préparons. C'est simplement la réalité industrielle. Il a au moins le mérite de la clarté. Il dit les choses très simplement. D'accord, c'est très bien qu'il ait son point de vue, que je ne partage pas. Il se trouve que la politique énergétique, c'est plutôt le gouvernement, et en particulier la ministre en charge de l'énergie que je suis, qui doit la définir. Et je vous confirme qu'on étudie à la fois des scénarios dans lesquels on continue à faire des nouvelles centrales nucléaires, et aussi un scénario 100% renouvelable. Tous ces éléments, c'est des sujets compliqués, comme vous le soulignez, et on doit avoir tous les éléments sur la table mi-2021. Ensuite, on a dit qu'on ne prendrait pas de décision sur des nouvelles centrales nucléaires avant la mise en service de Flamanville. Le patron d'EDF parle au futur. Il n'utilise pas le conditionnel et il n'imagine pas qu'il y ait d'autres scénarios que celui-là. Nous nous y préparons. Il faudra de nouvelles centrales nucléaires. Alors, je l'invite à intégrer ce scénario sur lequel travaille le gouvernement, 100% non renouvelable, et y compris, je pense, indispensable que EDF réfléchisse aussi à la façon dont il peut être un grand acteur dans un tel scénario.
Ça, c'était en 2019, donc ça date d'avant, ça se chevauche un peu avec ce que tu évoquais, Jean-Louis, c'est-à-dire 2018, des messages de fermeture, 2022, discours de Belfort, des messages d'ouverture. Donc on voit que la PPE, ce n'est pas d'aujourd'hui que la programmation énergétique est complexe. J'ai sorti effectivement une minute d'une émission, donc il faudrait regarder toute l'émission, elle date de 2019, question politique. On pourrait passer 1 heure à disséquer cette minute sur le rapport avec le Parlement, sur le rapport avec les grandes entreprises publiques, sur le rôle des ministres, etc. Pour paraphraser un président de la République qui a écrit un livre et qui a après été commenté par des journalistes, je dirais juste un mot, à mon sens, une ingénieure ne devrait pas dire ça. Bon. Maintenant, je continue sur la famille de la PPE. La PPE, elle est entourée d'un certain nombre d'éléments. PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, vous voyez, ça sort des documents de la consultation des pouvoirs publics. Donc vous avez la hiérarchie des textes, international, national, régional. La PPE est là, tapis au milieu d'un certain nombre de textes, avec la SDPM, Stratégie pour le développement de la mobilité propre. Bon, vous avez tous vu les acronymes, vous avez tous tout retenu. Le Sénat, dans un rapport de 2024, a dit trop de plans, il n'y a plus de plans. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui fait les délices de l'administration, mais qui n'est pas forcément la simplification pour l'analyse politique ou pour les citoyens. En tout cas, la PPE, c'est un texte important qui permet effectivement d'inscrire un certain nombre de décisions énergétiques dans le futur. Et c'est depuis la vidéo que j'ai montrée, j'en montrerai une autre à la fin, un sujet qui a tout de suite déchaîné les passions. Alors j'ai choisi 3 articles de 2 magazines. Bon, on n'est jamais bien servi que par soi-même. Débat sur l'énergie, une interview que j'ai donnée en disant l'absence de transparence crée un cocktail explosif. Absence de transparence, parce que par exemple pour les chiffres financiers, c'est très compliqué de s'y retrouver. On entend des points de vue, on a l'impression, vous dites que faut freiner un peu le nucléaire, vous êtes anti-nucléaire, il faut freiner un peu le renouvelable, vous êtes anti-renouvelable. Enfin, c'est un débat totalement agité, épidermique. Et puis, au Parlement, cette année, ça n'a pas été formidable. Autopsie d'un naufrage parlementaire, on n'a pas réussi à passer la PPE par la loi. Du coup, il a été tenté de la passer par décret. Et puis, Jean-Louis, tu parlais des sciences au début. Effectivement, il y a eu des rapports scientifiques et techniques qui ont eu un peu d'écho et puis après sont tombés un peu dans l'oubli. Et je veux justement les remettre un peu en lumière. Alors, il y a 2 propositions ici qui sont tout à fait différentes. L'une de François Bayrou, à l'époque Premier ministre, on est le 28 avril 2025, et il est devant l'Académie des sciences et il dit « Bien entendu, je tiendrai particulièrement compte de l'avis de l'Académie des sciences ». J'avoue que ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose de positif là-dedans. Et effectivement, pour différentes raisons, la loi n'est pas passée, il n'a pas passé par la voie de la loi, mais il y a eu la volonté de passer par le décret. Alors, je ne vais pas me lancer dans une glose sur le décret, la loi, les arrêtés, etc. Et déclaration beaucoup plus récente de Marc Ferrazzi, à l'époque où il est ministre démissionnaire du gouvernement, de l'industrie et de l'énergie, qui dit « Je veux que ça soit en haut de la pile du gouvernement le cornu ». Alors là, ça veut dire passer par décret, en fait. Donc on voit bien qu'on est là dans une situation où le rapport entre un avis scientifique, une réalité politique et juridique, la communication générale, qui n'est pas des plus raccords, qui n'est pas des plus harmonieuses. Alors, pourquoi l'avis scientifique ? Il y a, c'est je crois début avril, le 8 avril de mémoire, l'Académie des sciences a sorti un rapport qui faisait lui-même suite à un certain nombre de commentaires. Et j'avoue que ce rapport, il y a le fond, et puis il y a aussi la forme. J'ai mis en rouge une phrase qui m'a quand même paru très, très inattendue, parlant du document de consultation de la programmation pluriannuelle de l'énergie, que c'était un document qui n'avait pas le niveau de rigueur attendu d'une production des services de l'État. Alors ça a été contesté, l'administration a contesté ces propos. Enfin bon, et je rappelle quand même, voilà ce que disait François Bayrou, je tiendrai compte du rapport. Alors que fait-on avec ça ? En fait, pas grand-chose, figurez-vous, parce que ce qui s'est passé, c'est que la question de la programmation, elle a assez vite perdu son élément de discussion technique. Alors, j'ai mis quelques chiffres issus de la PPE pour recadrer le débat, mais devant la SFEN, je pense que je peux aller assez vite. Bon, il y a la question du mix énergétique et la question du mix électrique.
Dans le mix énergétique, c'est tout ce qu'on consomme, avec le fioul, le charbon, le gaz, l'électricité, la géothermie, etc. Et là, il y a une sorte de répartition. Tout ça, ça sort des documents de l'administration. Donc il y avait l'idée dans cette PPE, dans la consultation du public, on va consommer un peu moins, et on va consommer un peu mieux. Alors un peu mieux au sens de quoi? Au sens des émissions des gaz à effet de serre. Donc là, c'est un détail, une focale sur les différentes énergies. Ben voilà, l'idée, c'est on fait moins de pétrole et moins de gaz dans les voitures, dans les maisons, plus d'électricité, et on s'en portera mieux pour la planète. Et pour faire ça, il faut agir sur les grandes zones de consommation, les grands éléments de consommation, transport, résidentiel, industrie, tertiaire, agriculture. Bon. Jusque-là, rien de bien sorcier, mais c'était quand même pour replanter un peu le décor. Alors, l'idée, est-ce que c'est, j'ai fait ça pour vous, puisque ici c'est la SFEN, mais j'aurais pu mettre plus d'ENR, plus d'énergie renouvelable, moins de fossiles, plus de fissiles. Voilà, ça c'est un petit peu le plan. On voit que l'électricité monte un peu, que les ENR thermiques et déchets montent aussi dans l'énergie primaire, et puis qu'on va quand même baisser les produits pétroliers, et puis le gaz naturel, ce qu'on voyait tout à l'heure, les mauvais clients, parce qu'ils font, eux, des gaz à effet de serre, mauvais pour le réchauffement climatique. Un autre regard, c'est de parler de la consommation, qui est aujourd'hui quand même le point faible du débat. Là, je me focalise maintenant sur l'électricité, parce que si on veut décarboner, il faut électrifier, passer de la voiture à essence à la voiture électrique, etc. etc. Donc, là, je projette un scénario, c'est dans le document de la PPE lui-même. Vous voyez, on a une tendance à la décroissance, et puis on a des scénarios de croissance jusqu'en 2035 qui sont quand même assez imposants. Alors là, il y a différentes variantes, scénario bas, on n'entre pas dans les détails, mais on voit la tendance, ça remonte. Sauf que ça a été critiqué. Tu parlais du rapport du haut-commissaire à l'énergie atomique, il y en a eu deux en fait, un qui était officiel dans la consultation, l'autre qui était officieux et qui a fuité. Là, il a projeté en fait l'évolution des scénarios en fonction des projections de RTE, l'organisme de distribution d'électricité, et qui fait les prévisions. Vous voyez qu'en 2017, on prévoit qu'on va vers le bas, en 2023, on va vers le haut. Alors évidemment, c'est difficile de faire une programmation si on n'arrive pas à avoir un niveau de confiance suffisamment élevé dans cette chose. J'aurais aimé qu'on débatte de ces choses-là. Vous voyez, au lieu d'avoir tout de suite des clivages partisans, vous êtes pour l'éolien, contre l'éolien, pour le solaire, contre le nucléaire. On a un peu perdu de vue un autre regard, on a un peu perdu du regard sur la question de la consommation, et je trouvais que c'était important de le remettre en lumière. Et alors, et aujourd'hui, il y a un U qui manque. Voilà. Aujourd'hui, la consommation baisse. Alors, pardonnez-moi l'allusion, mais j'ai voulu pasticher Galilée, dont on disait dans son procès « Eppul si muove », et pourtant elle tourne en parlant de la Terre. Et pourtant, la consommation diminue. Alors j'espère que c'est du bon italien, s'il y a quelqu'un qui est un italien natif me pardonnera s'il y a une faute. Et bon, c'est pas calé au zéro, on fait parfois le reproche dans les graphiques, mais on voit qu'il y a une tendance depuis 2015 à la décroissance, et qu'on n'est pas du tout, dans une situation stabilisée. Et je vais revenir sur 2023-2024. Là, c'est corriger des températures. En France, sur les premiers mois de l'année 2025, donc de janvier à août, ça fait moins 1%, corriger des températures. Il y a des mois où il fait un peu plus froid que l'année d'avant, donc il y a une correction, mais ça ne change pas grand-chose. On voit bien qu'on est dans la stagnation. Bon, donc quand même, la consommation, elle est loin d'avoir l'allure qu'on voyait dans les graphiques qui partent tous vers le haut avec allégresse. Et un autre élément à avoir en tête, c'est le rapport entre la puissance installée et la consommation. Puisqu'on a une puissance installée qui est quand même tout à fait forte, on a à peu près 160 gigawatts installés et ça monte, puisqu'on rajoute des éoliennes, on rajoute des solaires, etc. Évidemment, tout ce petit monde n'est pas toujours opérationnel à 100%. Toutes les centrales ne fonctionnent pas, il n'y a pas forcément du soleil, il n'y a pas forcément du vent, l'hydraulique n'est pas forcément disponible. Bon, donc c'est normal qu'il faille une marge. Là, la consommation moyenne, c'est 51 gigawatts. Et la consommation max, c'est 87 gigawatts le 14 janvier 2025 à 8h45. Vous pouvez vérifier, toutes les données sont disponibles. Bon. Donc on a de la marge. On a de la marge et on a tellement de marge d'ailleurs que en fait, notre consommation est inférieure à notre production et donc on exporte. On n'exportait pas en 2022 parce que les réacteurs nucléaires tournaient beaucoup moins. Il y avait la corrosion sous contrainte. Là aussi, à la SFEN, j'imagine, il n'y a pas besoin de commenter. Voilà. Donc on est dans cette situation-là. Et du coup, il y a des alertes parce qu'un réseau mal calibré,
un réseau où il y a beaucoup plus de production électrique que de consommation absorbable, qu'on n'arrive pas à stocker à grande échelle, je vais à grands traits, c'est un réseau qui pose problème. D'où les alertes de l'Académie des sciences, d'où les alertes du Haut-Commissaire à l'énergie atomique, et d'où les alertes assez récentes, ça date d'il y a quelques jours, un énorme rapport de 230 pages en allemand que je n'ai pas encore eu le temps d'exploiter, ni mes collègues non plus, mais qui fournit un phénomène du même genre. Je mentionne ça parce que l'Allemagne est souvent citée comme un exemple avec l'énergie 22 de grandes transformations, et il commence à y avoir des discussions un petit peu plus technico-politiques et financières sur le sujet. Donc il y a des alertes. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à parler des alertes sans tout de suite ça devienne extrêmement virulent comme débat. Alors, est-ce que j'ai mis ENR, EPR, est-ce que c'est des calendriers coûteux? Parce qu'il y a évidemment un débat sur la programmation nucléaire et sur le coût du nucléaire futur, historique et futur, mais il y a aussi un débat qui a été plus visible ces derniers temps, je crois, sur le financement des ENR. C'est assez complexe, en fait, à appréhender. Je vais juste le couvrir de quelques mots. Vous savez, les énergies renouvelables, nucléaires, solaires, éoliens, etc., on donne aux producteurs des prix, une certaine garantie de prix, et dans certaines conditions, on compense l'écart si le prix de l'électricité sur le marché est plus bas. Donc on voit bien qu'il y a là une petite complication entre les coûts et la consommation et la production. Donc ce qui rend le débat relativement subtil. Alors, et d'ailleurs c'est tellement subtil que la PPE a fourni 3 scénarios. Là c'est les coûts jusqu'en 2060 avec un scénario de prix bas. Quand le prix est bas, on doit compenser, donc ça coûte plus cher à l'État. Quand le prix est haut, on doit moins compenser, donc ça coûte moins cher à l'État, sauf que l'économie souffre et les consommateurs aussi. Donc c'est un sujet qui est quand même relativement multiple. Alors les 3 prix, scénario bas, c'est 50 € le mégawattheure, 70, 95. Ce débat-là, cette réflexion-là, a donné lieu à des foires d'empoigne politiques et médiatiques. Ça va coûter 300 milliards, disent les uns. Ah non, ça va coûter 50 milliards, disent les autres. Plus personne n'y comprend rien. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette interview en disant le manque de transparence nuit à la qualité du débat. Je préférerais par exemple que l'Inspection générale des finances édite un rapport bien fait sur le sujet en expliquant tout ça. Alors, on peut commenter ici, c'est les dettes qu'on a déjà contractées, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a déjà installé, ça c'est ce qu'on installera en plus. Bon, je ne vais pas me lancer dans une exégèse de cette histoire de prix, mais on voit bien que c'est un sujet qui est assez compliqué et qui est extrêmement mal expliqué et immédiatement instrumentalisé pour les uns, pour les autres. Voilà. Donc ça n'aide pas vraiment à avoir un bon regard sur la PPE. Alors, je montre donc simplement quelque chose qui est relativement récent. Donc ça, c'est la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui vient d'actualiser les contributions aux énergies renouvelables pour 2025 et 2026. On augmente un peu les charges. Et qu'est-ce qu'elle dit, la CRE? Cette augmentation des charges est principalement portée par une baisse des prix de marché plus importante qu'estimée initialement. Donc la bonne nouvelle, c'est que le prix est plus bas, mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça coûte plus au budget de l'État. Alors je pense que ça vous rappellera quelque chose, puisque François Bayrou, je n'ai pas de préférence particulière pour François Bayrou ou tel autre Premier ministre. Ce que je veux dire, c'est qu'il a exprimé 2 sujets sur ce qui nous occupe aujourd'hui, les coûts de l'Académie des sciences et les dettes futures. On voit bien qu'en fait, quand on a installé un parc, on a 20 ans de soutien. Mais d'autres vous diraient, quand on installe un réacteur nucléaire nouveau, on a aussi mobilisé de l'argent. Donc je ne souhaite pas du tout prendre parti entre les énergies au nom de cette question du coût. Je constate simplement que le débat est très mal expliqué et que ça n'aide pas à prendre des décisions éclairées. Et 2026, c'est pareil, les coûts augmentent. Donc on a quand même des sommes, alors retenez l'ordre de 10 à 12 milliards, parce que c'est un chiffre important à avoir en tête par rapport à ce qui va suivre. Alors, le problème est aujourd'hui, pour avoir un autre regard, ce que j'ai tendance à dire, c'est que le problème aujourd'hui est pris à l'envers. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la production et des modes de production électrique, et on ne s'intéresse pas assez à la question de la consommation. C'est ce que disait l'Académie des sciences, c'est ce que disait le haut-commissaire, c'est pourquoi j'insiste aujourd'hui sur ce regard, un regard qui part des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation et qui revient vers la production, au lieu de faire ce qui est souvent un peu la tentation des ingénieurs, de partir de l'usine et après de s'occuper de la consommation et du marketing. Il y a peut-être là un reflet de mes années dans le marketing et les sondages. Alors je crois qu'on a pris le problème à l'envers aujourd'hui.
Et on repart donc de l'objectif principal qui est la décarbonation. Alors la décarbonation, là j'ai mis une courbe qui là aussi sort des documents officiels. C'est les émissions nettes hors, c'est pas l'empreinte carbone totale, c'est les émissions directes. Voilà. Hors puits de carbone, c'est-à-dire hors absorption par les forêts, parce que c'est encore un autre sujet qui ne va pas non plus dans le bon sens. On voit qu'on a eu une baisse 2022, 2023, 2023, 2024. Alors, puisqu'on est devant la semaine, à peu près 37% de la baisse de 2022 à 2023, c'est la remontée du nucléaire, puisqu'on fait moins de fuel pour l'électricité et moins de gaz. Et la deuxième décroissance de 2023 à 2024, c'est 67% qui vient de la remontée du nucléaire, puisqu'on consomme encore moins de gaz, et avec notre disponibilité des réacteurs nucléaires qui a augmenté entre-temps. Donc on avait une sorte de booster ici. Vous voyez la courbe là qui descend pas mal. Et puis, il y avait d'autres phénomènes, les voitures électriques, les processus électriques, l'habitat, etc. Mais on avait quelque chose de pas mal. Et donc là, d'ailleurs, il y avait des discours assez, confiants des autorités politiques. D'ailleurs, en voilà un, en mai 2024, nous n'avons de leçons à recevoir de personne en matière d'efficacité écologique et environnementale. Moi, j'adore ce genre de discours parce que j'ai souvent l'impression que je prends des leçons ou j'écoute des leçons, mais bon, ça m'a toujours fasciné ce genre de propos. En 2024, la baisse ralentit. Donc là, c'est les chiffres qu'on a en 2025. En 2024, on a les chiffres de 2023. En 2024, on a les chiffres, en 2025, pardon, on a les chiffres de 2023. Alors, on s'aperçoit que la baisse ralentit. Et alors, qu'est-ce qui se passe en mars 2025 ? Eh bien, on revient sur des choses qu'on avait abandonnées. Là, je vous fais une petite incidente sur le leasing électrique et la consommation. Jobbik est en colère, c'est les premiers mots de mon livre. C'est quelqu'un qui essaye d'avoir une voiture électrique subventionnée par le leasing social et qui ne peut pas parce que la mesure est lancée le 1er janvier, arrêtée le 14 février. Et pourquoi je l'ai appelé Jobbik ? Parce que c'est Jojo. Il y avait un article du Monde qui disait, semble-t-il, que quand le président de la République invoque un Français moyen, il l'appelle Jojo. Alors moi, je l'ai appelé Jobbik, mon personnage. Bon, alors Jojo, il était en colère parce qu'il avait écouté en 14 décembre 2023 le président de la République en personne qui dit « On va faire des voitures électriques pour 100 € par mois, sous condition de revenus, pour les foyers plus modestes. » Il était tout content, il essaye, mais quand il essaye, le temps de se décider, son dossier, il est trop tard. Le 14 février, paf, la mesure est arrêtée. Il y avait 50 000 ménages qui avaient commandé. Hop, on ferme, c'est l'écologie intermittente. Donc, avec ça, on est un peu embêté quand même pour décarboner. La demande n'est pas soutenue. Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga de la décarbonation, mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire, avec la justice sociale, les foyers modestes, la transition climatique, l'électrification. Si avec ça d'ailleurs. Alors ça, c'est un document du secrétaire général à la planification écologique qui s'alarme du fait que le nombre de voitures électriques, en vert c'était le plan, et observé, on décroche. Et on continue de décrocher. Le haut-commissaire a d'ailleurs calculé qu'il faudrait pratiquement 80% de voitures électriques vendues en France chaque année pour atteindre nos objectifs en matière de transition. On est loin du compte. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En mars 2025, on apprend qu'en 2024, on n'est pas sur la bonne... la pente est trop faible. Il faut 5% de baisse des émissions de GES par an pour être à peu près dans les clous de la transition climatique des objectifs. Quand on fait 1,8%, on n'est pas bien. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le 31 mars 2025, le leasing, saison 2. Donc, Jobbik, qui n'a pas eu sa voiture, il va avoir un oral de rattrapage, une procédure de rattrapage. Et là, une des décisions de ce comité de planification, le conseil de planification écologique, dont vous voyez les ministres qui sont là, ce grand conseil, on relance la voiture électrique à partir du mois de septembre. Bon. Justement, entre-temps, il y a les ZFE. Alors là, les ZFE, c'est la grosse émeute, les zones à faible émission. Il y a des gens qui pensaient qu'avec leur voiture ancienne, qui n'arrivaient pas à changer parce qu'ils n'avaient pas forcément assez d'argent, etc., justement, ils auraient bien aimé le leasing social. Ils ont eu peur de ne pas pouvoir entrer dans les villes. Donc il y a eu une grosse polémique sur les ZFE, les zones à faible émission. Il y a un mouvement qui s'est lancé, disons, c'est les gueux, on va nous sortir des villes, enfin c'est horrible. Voilà. Le 28 mai, quand même, 27 mai, au moment où ça battait son plein, on dit « Ah bah tiens, on va intégrer la préoccupation ZFE dans le leasing social ». Bon, écoutez, c'est très bien. Hein. Le 30 septembre, ça c'est il n'y a pas longtemps, des nouvelles fraîches que vous avez aujourd'hui, on relance le leasing social. C'est ce qu'on discutait en mars, ça baisse plus, donc on relance. Alors là, il y a des explications qui paraissent, il y a beaucoup d'articles qui sont tout récents là-dessus. Saison 2. Alors, ça débute,
Mais alors cette fois-ci, c'est plus l'écologie intermittente, c'est l'écologie plafonnée, c'est l'écologie rationnée. Donc on annonce la couleur tout de suite, il n'y en aura que 50 000 véhicules. Vous vous souvenez tout à l'heure, il fallait 300 000 dans l'année, donc c'est quand même un booster significatif par rapport aux objectifs. Le plafond a baissé, c'est 7 000 €, c'était 13 500 € la fois précédente, financé cette fois par les certificats d'économie d'énergie et plus par le contribuable. Suprême astuce. Ce n'est plus le contribuable, c'est qui? C'est le consommateur, puisqu'évidemment, ça se retrouve dans les factures d'énergie. L'argent, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Alors ça, on se doute que ça va être critiqué et débattu, ça ne va pas aider à l'apaisement du débat. Et là, c'est dans le document de la PPE qui dit qu'il faut accélérer, notamment l'allocation de longue durée pour les véhicules électriques pour les ménages les plus modestes. Alors là, je ne sais pas au bout de combien de temps le quota va être atteint, parce que ça a été ouvert le 1er octobre. Il y a tous les gars qui sont dans le tuyau. Je ne sais même pas s'il y a encore des trucs disponibles. Donc Jobic, mon ami, mon cher Jobic, j'espère que son dossier était prêt, parce que sinon, il attendra 2026 ou plus tard, parce que ça risque d'être carrément annulé, cette procédure. Alors maintenant, un petit peu de MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', c'est la rénovation des bâtiments. C'est un poème, c'est instable, kafkaïen. Ça a changé 14 fois depuis que c'est lancé il y a quelques années. Un dispositif trop complexe qui agace. C'est une des mesures, parmi de nombreuses mesures. Il y a un journaliste, François Langlais, qui est un journaliste de LCI, qui a créé le personnage de Pierre Touche-Tout. C'est celui qui touche toutes les aides pour la transition énergétique et écologique. Le chèque bois, le chèque ceci, le chèque cela. Il a de l'humour, pas comme moi. Et donc voilà, c'est assez rigolo d'avoir quand même un journaliste qui a inventé ça. Donc, la saison 2, est-ce que ça va être le clap de fin parmi les aides? Parce que on a ouvert MaPrimeRénov'. Alors là aussi, on a fait un plafonnement, 13 000. Les plafonds qui évoluent encore une fois. Alors ça, c'est bon. On cible les demeures qui sont les plus énergivores. Les plafonds étaient abaissés donc, par rapport à ça. Et là aussi, financement CE, astuce suprême. Ce n'est plus du budget de l'État, c'est du CE, donc c'est gratuit. Évidemment non, puisque ça se retrouve dans les factures d'énergie. Alors, là aussi, même motif, même punition. Ça, c'est un document qui a été préparé par l'ancien SGPE, Antoine Pellion, qui, depuis qu'il est, si j'ose dire, dans le civil, s'exprime quand même de temps en temps en disant on avait quand même fait du travail pour la planification. Il dit voilà, vous vous souvenez, là, un plafond à 13 000, il y avait des objectifs cibles, 300 000, etc. On voit bien que là aussi, on ne va pas être dans les clous au niveau de l'exécution. MaPrimeRénov', qui a été interrompue pendant 3 mois, au motif qu'il y avait des fraudes. Sauf que des fraudes, il y en avait avant. Ça fait 5 ans que le dispositif fonctionne. Si c'est pour s'apercevoir maintenant qu'on ne sait pas mettre en place une mesure qui permet d'éviter les fraudes, on se demande comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir un État et une administration qui fonctionnent un peu mieux pour les mesures du grand public. Donc vous voyez qu'on n'est pas sorti de l'auberge pour la demande. Et là, c'est la cerise sur le gâteau, le même Antoine Pellion se plaignait de l'hybridation entre les crédits budgétaires et les CE. Et vous avez, c'est bien ce qu'on vient de voir, 2 qui sont faits d'un coup. Donc, je me demande s'il faudra que je fasse un 2e tome au bouquin, parce la réalité dépasse la fiction, c'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire. Une des parties de mon livre s'appelle Numéro bis et courte ligne font de la transition climatique. Numéro bis parce que c'est mal conçu, et courte ligne parce que c'est extrêmement bureaucratique. Alors, il y a des raisons pour ça, mais je ne vais pas entrer dans les détails. C'est pour ça que je m'étais permis de dire, mais je l'ai dit dans plusieurs interviews, que l'amateurisme des politiques publiques était un des pires ennemis de la transition écologique. Alors le nucléaire, puisqu'on est à la SFEN, quelques mots, pas beaucoup, vous connaissez le sujet par cœur. Je voulais quand même dire un mot du cycle. La dernière conférence, il y avait notre ami Guidez et Greneche qui étaient là tous les deux, qui parlaient du cycle. Donc, le cycle oublié, pourquoi j'ai mis l'aval? Parce que dans le discours de Belfort du président de la République, si vous allez sur le site de la présidence, on parle de l'aval du cycle, sauf que c'est écrit l'aval. Je vous assure que c'est vrai, personne ne me croit, mais c'est vrai. Alors, bon, moi, je ne sais pas, j'aurais été dans les équipes, j'aurais relu 3 fois le texte avant que ça arrive. Là, je ne mets pas du tout en cause le président de la République, mais voilà, comment ça se fait qu'un texte comme ça puisse sortir des équipes qui sont autour de lui. Alors, le cycle oublié, parce qu'on en parle assez peu dans le discours de Belfort, on en a reparlé un peu avec la poursuite de la Hague. Donc, le discours de Belfort, le projet Astrid que vous connaissez, prototype sur les réacteurs à neutrons rapides, qui a été abandonné, qui a donné lieu à une polémique virulente là aussi. La Commission nationale d'évaluation dite 2, chère à l'ANDRA, qui évalue les programmes de recherche de l'Agence des déchets radioactifs et la gestion des cycles du combustible.
s'est alarmé du multi-recyclage dans les réacteurs à eau sous pression en disant « Oh là là, ça nous met nous, ce truc-là ». Bon, c'est je pense, un totem qui n'est pas encore disparu, mais qui ne va pas tarder à disparaître. Les réacteurs à neutrons rapides. Un certain nombre de commentateurs insistent beaucoup là-dessus. Yves Bréchet, par exemple, de l'Académie des sciences, qui s'est exprimé de manière vigoureuse dans une audition parlementaire. Mais surprise, en avril et en mars, il s'est passé des choses. Dans un comité de politique nucléaire, il y a une phrase qui dit « EDF et un certain nombre d'autres acteurs doivent proposer un plan industriel à la fin de l'année 2025 ou début 2026 sur le sujet ». Donc les réacteurs à neutrons rapides, je dirais, ressortent de leur oubli. Je n'ai pas pu résister à vous mettre une photo de Cress-Malville, qu'effectivement, tu as raison Jean-Louis, j'ai contrôlé pendant ma jeunesse. Et je voulais revenir donc à ce qui était le deuxième regard. Premier regard, c'était la consommation. Deuxième regard, c'est la science et la technique, pour rajouter la finance sur ces sujets. On souffre aujourd'hui d'une maladie, d'un découplage très fort sur les questions énergétiques entre la décision politique et l'expertise scientifique. J'en veux pour preuve ici un rapport de l'Académie des sciences qui date de 2024 sur le plan hydrogène, que je ne détaillerai pas pour des raisons de temps, mais qui s'exprime de manière extrêmement vigoureuse en disant si on veut faire le plan hydrogène du gouvernement, il faut 20 EPR à temps plein. 20 EPR, on a 57 réacteurs nucléaires en fonctionnement aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout le truc. Donc c'est des règles de 3, des problèmes de baignoire et de robinet. Hein, n'importe qui sait lire, écrire et compter, on ne demande pas du tout d'avoir des expertises dans tous les sujets pour les décisions politiques. Ce n'est pas ça la question. Mais la question, c'est qu'il y a des choses qui simplement ne bouclent vraiment pas. Donc l'expertise scientifique, elle est très bien chez les académiciens, chez les experts. À eux de s'exprimer et de traduire la décision politique en termes clairs. Mais c'est aujourd'hui ça qui ne fonctionne pas. Il ne s'agit pas de faire un gouvernement des experts, mais il s'agit d'un système où, en fait, on écoute quand même la voix des experts pour dire, bon, on peut faire ça ou on ne peut pas faire ça. Là, on ne pouvait pas, le plan hydrogène. D'ailleurs, vous constaterez que dans toute l'Europe, les plans hydrogène sont en train de se dégonfler. Voilà. Alors, c'est un problème plus général. Alors, il y a beaucoup de conseils autour de l'État, autour du chef de l'État lui-même, un conseil présidentiel de la science. Il n'y a pas de structure de conseil. L'Académie des sciences pourrait jouer ce rôle, un office pourrait jouer ce rôle, comme aux États-Unis, l'office des choix technologiques auprès du président. Mais il y a quand même une structure qui pourrait jouer un rôle important, c'est au sein du Parlement, et ça sera ma conclusion. Mais je voudrais juste vous illustrer un dernier avatar de l'expression sur la PPE. Ça date du 7 septembre. Bien, le gouvernement s'était engagé à publier dans l'été la feuille de route, le décret appliquant la feuille de route sur l'énergie. On parle de programmation pluriannuelle sur l'énergie. Toute la filière du nucléaire et du renouvelable attend ce décret. Il n'est toujours pas paru. Il s'est perdu dans votre ministère ? Il ne s'est pas perdu dans mon ministère, puisque moi j'ai validé ce décret. C'est une décision du Premier ministre. Alors justement, c'est une décision du Premier ministre. On a eu le sentiment que François Bayrou avait enterré le décret dans l'optique de recueillir la bienveillance du Rassemblement national. On sait que l'extrême droite est très critique sur cette programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment de la place accordée aux renouvelables, à l'éolien et au solaire. Non, ce que le Premier ministre a souhaité faire, c'est aller au bout des discussions et de l'expression politique et de la discussion avec les groupes politiques sur ce sujet. Je disais au début, le Premier ministre dit « je tiendrai le plus grand compte de l'Académie des sciences ». Tout ça a complètement disparu. Maintenant, la politique énergétique, on a l'impression qu'une bonne partie va être décidée dans des accords de formation politique, comme si c'était un sujet politicien, alors que c'est un sujet de politique publique majeur pour l'avenir du pays. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez inquiétant, qu'il faut suivre avec le lait sur le feu. Et c'est là où je voulais terminer sur, je dirais, le vœu qu'on peut avoir pour le futur de la PPE, réparer le lien entre science, politique et société. J'ai mis une photo, évidemment, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il y a un office qui est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui regroupe des sénateurs et des députés, qui a à une époque bien fonctionné. Il faut absolument que les politiques publiques soient décidées au niveau politique, mais avec un avis technique éclairé et que, au fond, les avis des différents experts, encore une fois, ne fassent pas la loi, c'est aux parlementaires de la faire, mais qu'ils puissent être intégrés dans ces préoccupations et que ça ne devienne surtout pas un enjeu de communication ou un objet de politique politicienne. Et donc je pense que nous aurons à un moment ou à un autre, je suis optimiste, un retour à une forme de bonne organisation pour avoir un débat éclairé sur le sujet, technique et financier,
une loi. Alors peut-être faudra-t-il attendre un peu, peut-être une nouvelle législature, peut-être une nouvelle mandature, mais en tout cas c'est impératif pour la PPE d'avoir cet autre regard, la consommation, mais aussi le lien entre science, politique et société. Merci.